Charles Kofi, après une formation en biologie, a tout plaqué pour l'art culinaire. Il s'est frotté à cette activité alors qu'il étudiait encore pour se faire de l'argent de poche. Aujourd'hui, Charles est devenu chef d'entreprise. Investir dans l'alimentation scolaire pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation inclusive pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, le thème choisi pour cette 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Le PAM et l'Union africaine apportent leurs solutions à la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La pratique de l'alimentation scolaire ivoirienne a été au centre d'une visite de champs communautaires des participants à la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire à Nzikro dans le département d'Aboisseau. Les champs du groupement agricole du Sud Comoé s'étendent sur 4 hectares. Ce sont des champs de manioc, de bananes et de maïs. Les champs communautaires fournissent 2 tiers de leur production à la cantine scolaire et les champs privés en fournissent les tiers. Dangui nous plonge au cœur de ces champs et nous parle des stratégies de pérennisation des cantines scolaires. Au menu de la cantine ce midi, de la tiéké et de la bouillie de bananes plantains à la sauce feuille. Nous sommes à l'école primaire publique de Nzikro, dans la région d'Aboisseau, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La cantine de l'établissement propose des plats locaux aux enfants, une initiative bien accueillie par les élèves. Nous avons de la tiéké, des bananes bouses, du riz et du plagage. Cette opportunité offerte aux élèves de prendre le déjeuner sur place à l'école donne des résultats remarquables, selon les enseignants. Les enfants étant bien nourris à midi, ils n'ont plus besoin, n'est-ce pas, de se disperser. Ils restent en place à l'école, nous les encadrons jusqu'à la reprise à 14h. Ce qui favorise un bon rendement scolaire. La preuve ici, on a 100% de réussite à la 6e depuis 10 ans. Et aussi, le taux d'assiduité est amélioré. Et le taux de fréquentation est amélioré et le taux d'absence est zéro, le taux d'abandon est zéro. Les parents d'élèves n'ignorent pas également les bienfaits de la cantine scolaire. J'ai 3 enfants qui sont premiers de leur école. Oui, parce qu'ils mangent bien, rassasiés à l'école primaire. Le village est d'ailleurs bien connu pour l'efficacité de son groupement d'appui à la cantine scolaire. 26 femmes et 10 hommes travaillent à la pérennisation de la cantine du village. Des efforts soutenus par le gouvernement à travers des dons et reconnus par les experts qui en ont fait un cas d'école. En quête de stratégie de pérennisation des cantines scolaires, 300 experts de l'éducation d'environ 50 États africains, des institutions et organisations internationales se sont imprégnés de l'expérience ivoirienne à Nzikro. Une bonne partie de la tiéké que consomment les élèves à la cantine vient d'ici. Ce lieu fait office d'usine de production du groupement d'appui à la cantine scolaire de l'EPP Nzikro. Les enfants, ce n'est pas eux tous qui sont ici, il y a les autres qui quittent au campement, dans l'autre village pour venir. Donc, si on n'a pas fait ça, quand ils sortent à midi, les enfants ont faim. Pour aller au campement, c'est dur. Donc, on voulait faire ça pour soutenir ces enfants, pour qu'à midi, ils gagnent à manger, puis le soir, ils rejoignent leurs parents. De quoi impressionner les experts et les partenaires du système éducatif ivoirien présents. On est fiers aujourd'hui de voir l'état d'avancement. Le gouvernement, le peuple de Côte d'Ivoire a pris en charge leur programme de cantine scolaire. Il faut nourrir les enfants parce que les enfants qui sont bien nourris, étudient bien, ont de bons résultats et deviendront des cadres. Un peu plus tôt, la délégation s'est rendue dans la plantation du groupement d'appui à la cantine, d'où vient la nourriture qui se retrouve dans les assiettes des élèves de l'EPP Nzikro. Il y a la conseillère des cantines qui est venue nous voir pour dire que le PAM qui aidait les différents pays à donner la nourriture voulait se retirer. Et l'État voulait mettre une politique en place autour du groupement, c'est basé sur le groupement, pour pouvoir nourrir les enfants à l'école. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils nous ont parlé du bien fondé de la chose. Et puis nous aussi, bon, rapidement, comme nous avons bien compris, et on a mis le groupement en place en 2010, le 15 janvier 2010. Dans le cadre de cette politique de pérennisation des cantines scolaires, les groupements bénéficient du soutien de l'ANADER et du gouvernement. Mais les défis ne manquent pas. Il y a l'effet du changement climatique. Il y a aussi le problème de l'accès à la terre. Souvent, des chefs de communauté donnent de la terre au groupement pour cultiver. Mais une fois que les plants ont poussé, les gens reprennent leur terre. Donc il y a le problème de l'accès à la terre, il y a l'accès aussi aux intrants. La stratégie ivoirienne éprouvée à Nzikro est un cas d'école, selon les spécialistes.
Reste maintenant à la dupliquer partout dans le pays. Notre ambition, c'est de faire en sorte que dans chaque école, surtout en zone rurale, qu'il y ait une cantine. Mais le gouvernement, à lui tout seul, ne peut pas assurer la soutenabilité de ce programme. C'est la raison pour laquelle nous sensibilisons les communautés, nous sensibilisons les élus locaux, nous sensibilisons les partenaires afin que tout le monde s'associe à nous pour faire en sorte que chaque jour en Côte d'Ivoire, plus d'enfants mangent dans les cantines. En marge de la 4e journée africaine de l'alimentation scolaire, a eu lieu une exposition des atouts et potentiels des pays africains. Atouts et potentiels qui ne demandent qu'à être mobilisés au service de la pérennisation des cantines scolaires en Afrique. De plongeur à chef d'entreprise, c'est possible et Charles Kofi l'a bien démontré. Son abnégation à la tâche et surtout son amour pour l'art culinaire lui a permis de faire partie aujourd'hui de l'élite. Il n'a pourtant pas eu une vie facile, mais la force du vouloir a fini par prendre le dessus. Découvrons ce passionné de la restauration qui a d'ailleurs d'autres cordes à son arc avec Noussangari et Gilles Tonien. Charles, 25 ans. Est chef d'une entreprise dans le secteur de la restauration. Pour en arriver là, que de chemin parcouru. À sa naissance, sa mère le confie à sa tante et s'envole pour l'Europe. J'étais là, un jour, sa maman m'a appelé, que maman, il va venir fréquenter ce mois. Je suis très content. Quand il est venu, vraiment, c'était un enfant. Il était trop intelligent. Il était trop gentil. Maman était là. Après, sa maman dit, bon, il va aller à Paris. Moi, j'étais découragée même. Il rejoint sa génitrice à Paris pour y poursuivre les études. À ses heures perdues, le jeune Charles s'adonne à de petites activités pour subvenir à ses besoins. De là naît son amour pour la cuisine. Alors, j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans parce que ce ne fut pas simple forcément à la maison et pour pouvoir un peu soulager maman. Donc, j'ai commencé à laver des assiettes donc dans un petit restaurant et puis je livrais les pizzas. Lorsque j'étais à cette époque-là 11 secondes. C'était très compliqué parce que j'étais payé à 400 € par mois, donc c'était très compliqué. Mais c'était toujours ça de gagner. C'était 400 € au lieu de 0 €, donc c'était toujours ça de prix. Et ça permettait vraiment d'aider ma mère et moi-même de me prendre petit à petit en charge également. Puis j'observais beaucoup comment est-ce que les autres faisaient, comment est-ce qu'ils concoctaient les plats, comment est-ce qu'ils montaient les assiettes. Et puis l'amour est venu comme ça. Biologiste de formation, après l'obtention du bac, Charles opte pour le secteur de la restauration, lui qui n'a jamais fait la formation dans ce secteur d'activité. C'est donc le début d'une aventure professionnelle. Je fus enseignant pendant près de 2 ans donc à Mayotte. J'apprenais aux élèves comment préparer certains plats. Et puis on avait une partie théorique où à ce moment-là, on travaillait sur les fiches techniques, on travaillait sur l'organisation d'une cuisine, sur les noms des différents produits, les noms des différents ustensiles, etc. Fort de toutes ces expériences, à l'âge de 17 ans, il range son vêtement de cuisine pour celui de professeur d'art culinaire à Mayotte, un territoire d'outre-mer. En tant que chef pendant plusieurs années, l'expérience acquise, parce que à la fois que ce soit sur le plan théorique, soit en termes de conception, en termes de management des équipes, tout cela, je l'ai appris directement sur le tas. Et j'ai fait valider ça par une VAE, donc qui donne l'équivalent d'un bac cuisine par la suite. Donc après avoir travaillé plusieurs années à Bordeaux. En 2018, il décide de rentrer en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise dans le domaine de la restauration. Un retour qui lui permet d'ouvrir un espace culinaire dans la commune de Cocody. L'idée, c'est qu'il était compliqué pour moi de continuer à évoluer, de continuer d'entreprendre hors de l'Afrique. Qui plus est, j'ai la chance d'appartenir à un continent qui est dynamique, qui est porteur, où les opportunités sont très présentes, surtout actuellement. Paris, il est venu bien m'appeler, que maman ici, là, il est parti me saluer. Il va déménager à Vignales, vraiment, il sera très content d'être à côté de moi. Quand un enfant s'en va étudier à Paris, puis il dit, vient dans son pays, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il va prendre les gens. Il y a des gens qui travaillent sur lui ici. Et il n'est plus vagabond. Si tout le monde faisait ça, c'était bon. Secteur pourvoyeur d'emploi, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent en permanence dans ce restaurant. Dans ce secteur-là, tu peux être sûr d'une chose, Charlie, c'est que tu ne chômeras jamais. Où que tu ailles, tu auras toujours du travail. Et ça s'est vérifié parce que dans ce domaine-là, je ne suis jamais resté une journée sans travailler.
Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons également qui m'a entraîné. Je me suis dit, non seulement j'aime ça, mais je suis sûr qu'il plus est que je suis dans un secteur qui est porteur, qui est dynamique et qui est international qui plus est. Dans cet espace, Charles a également ouvert une galerie d'œuvres d'art pour faire la promotion des jeunes peintres et sculpteurs. Donc à travers ces sculptures, à travers ces peintures, c'est démontrer à une personne, donc à une personne extérieure qui rentrerait dans cette ville-là, montrer ce qu'est l'Afrique de plus belle, vraiment, et de plus jolie. À la fois, ça passe par nos arts. Après Cocody, direction Songon, sur la route des Dabou, où le jeune Charles vient d'acquérir un nouvel espace. En projet ici, une plage privée et un futur restaurant. Donc c'est le volet 2 dans quelques années. Mais là, actuellement, je suis en train de le nettoyer, de le réaménager pour pouvoir, sous quelques semaines, nous proposer pour des anniversaires ou autres et accueillir, avoir une offre pour une clientèle qui aurait besoin donc d'espaces plus importants et d'espaces verts, notamment pour des manifestations type festival ou concert ou autre. J'ai 5000 m² ici qui sont à la disposition de ces personnes-là. De plongeur à chef d'entreprise, c'est possible. Pour Charles, chaque jour est un nouveau défi à relever. Et pour relever ces défis, il faut s'armer de courage. Car, dira-t-il, au bout de l'effort se trouve toujours la récompense. À San Pedro, dans le sud-est du pays, les populations des quartiers défavorisés attendent toujours le raccordement au réseau électrique. Certains s'adonnent à des branchements anarchiques et à la vente illicite d'électricité dans ces quartiers pour contourner la difficulté et s'exposent ainsi à des sanctions. Une question revient sur les lèvres de ces habitants. Pourquoi la CIE met autant de temps pour qu'ils aient enfin leur compteur? Sam Kona a rencontré le directeur local de la CIE pour comprendre. Meïté Fatoumata habite cette cour commune dans le quartier Sema du Grand Bardo, un quartier où il est interdit à un hélicoptère de voler à basse altitude du fait des fils de courant qui traversent toutes les ruelles. Les habitants sont obligés de tirer le courant sur de longues distances. J'habite ici, mais nos compteurs se trouvent jusqu'au goudron. Mon mari a tiré de là-bas jusqu'à ici, du goudron jusqu'à ici. On est obligé de s'entraider. Ce que sur le compteur est juste pour la cour. Donc, les autres tirent sur nous. Cette situation a entraîné malheureusement des branchements anarchiques parallèles et la vente illicite du courant. Nous avons un sérieux problème ici pour avoir accès à un compteur. Parce qu'il faut plusieurs démarches, puis il y a les intermédiaires. Donc, ce qui fait que pour avoir un compteur ici, il faut débourser au moins 250 à 300 000. Voilà, c'est très compliqué. Je préfère souvent faire un branchement anarchique avec les revendeurs. Voilà. Et pourtant, des poteaux électriques sont bien visibles dans ces quartiers. Il faut au moins 4 à 5 mois que le poteau est là. Mais nous n'avons pas encore eu de branchement. Nous avons dit de faire des niches pour pouvoir avoir l'électricité, mais jusqu'à là, rien. Une semaine de cela, notre chef de quartier nous a instruit qu'il va y avoir une opération de la CIE dans le quartier. Donc il souhaiterait que chaque locataire ou bien propriétaire de cour fasse une niche devant sa cour. Mais nous, on ne fait pas partie de l'opération où il y a 1000 francs le compteur. Nous, on ne fait pas partie de ce projet-là. Du côté de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'électricité aux habitants de ces quartiers difficilement accessibles. On a eu des séances de travail avec d'abord Sécurel pour toute la partie de la ville qui n'ont pas droit peut-être au projet électricité pour tous, pour nous faciliter les prix. Donc on a eu des prix promotionnels de Sécurel. Aujourd'hui, le prix minimal de Sécurel, c'est 10 000 francs. Tout est mis en œuvre pour qu'ils aient l'électricité. Le programme électricité pour tous, j'ai dépêché une équipe. Dès lundi, ils seront sur le terrain. Côte d'Ivoire Énergie aussi a reçu instruction pour faciliter en tout cas les mises en service. Donc la machine est lancée. Vivement que ces quartiers soient rapidement raccordés au réseau électrique national afin de mettre fin à ces branchements parallèles qui occasionnent parfois des incendies mortels et également lutter contre la fraude sur l'électricité dans ces quartiers.
Nouvelle journée de mobilisation pour les anti-Bouteflika. Plusieurs dizaines de milliers d'Algériens ont défilé cet après-midi dans différents points du centre d'Alger contre la perspective d'un 5e mandat du président Bouteflika. À 2 jours de la date limite du dépôt des dossiers de candidature devant le Conseil constitutionnel. En annonçant le 10 février sa candidature à la présidentielle du 18 avril, le président au pouvoir depuis 1999 et qui souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral depuis 2013 a mis fin à de longs mois d'incertitude, mais a aussi déclenché une contestation d'ampleur inédite en 20 ans et le visant directement du jamais vu. À Diyarbakır, en Turquie, faire campagne pour des quartiers fantômes. Depuis les combats qui ont opposé l'armée turque et les rebelles du PKK dans la région à majorité kurde du sud-est en 2015-2016, des quartiers entiers ont été fermés. Leurs habitants priaient de partir. Mais pour les élections municipales du 31 mars approchant, les représentants de ces quartiers fantômes en font campagne, cherchant à défendre leurs administrés. Inquiétude après le regain de tension entre l'Inde et le Pakistan. La tension s'est aggravée entre l'Inde et le Pakistan qui ont chacun affirmé avoir abattu des avions ennemis, les deux puissances nucléaires répétant toutefois vouloir éviter l'escalade. Fort regain de tension entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays ont affirmé avoir abattu des avions ennemis. Cette poussée de fièvre alarme la communauté internationale qui redoute un nouveau conflit. Ce qui nous préoccupe, c'est que l'Inde et le Pakistan, comme pays importants du sous-continent d'Asie du Sud, arrivent à maintenir de bonnes relations amicales de voisinage. Nous sommes très attentifs à ce que le sous-continent d'Asie du Sud maintienne la paix et la stabilité. Le Pakistan a assuré qu'il ne voulait pas aller vers la guerre, tout comme l'Inde. L'Inde ne souhaite pas d'escalade de cette situation. L'Inde continuera à agir avec responsabilité et retenue. Un raid indien au Pakistan contre un groupe islamiste aurait provoqué la colère pakistanaise. Les frappes ont eu lieu près de Cachemire, région disputée et source de conflits depuis 70 ans. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.